50 ans après les images du premier pas sur la Lune. Un titre qui vous donne largement peut-être le plaisir si vous êtes né avant 69 ou si vous n'avez peut-être pas connu en direct cet événement extraordinaire, l'occasion d'y revenir dessus puisque c'est son jubilé, c'est son anniversaire. Ouais. Tout comme le tien d'ailleurs puisque tu es né en 1969. Oui, pas à cette période. Un peu avant. Un peu avant. Et justement, Oui. tu aurais pu le voir. Je pense qu'on m'a mis devant, mais ça n'a pas imprimé. Alors que moi, j'allais naître à peu près un mois après. J'aurais même pas pu le voir, même avec des yeux pas très éveillés, pas très éclairés. Mais c'est pour dire qu'il y a quand même une différence. Il y a un avant et un après sur cet événement quand même extraordinaire. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif de cette planète, il a fallu, bien évidemment, que les frères Lumière inventent le cinéma d'abord, sinon on n'aurait pas pu avoir cet impact géant. Ça, il faut bien se rendre compte. Oui. Donc une fois qu'on avait cette invention extraordinaire qui était le cinéma, on pouvait commencer à, dans le scénario, imprimer des archétypes beaucoup plus puissants que ce qui se faisait jusqu'alors, qui étaient des livres tout simplement de légende. Des livres ou des photos. Si on remonte plus loin, même des tableaux, des croquis, des statues, évidemment. Ouais, mais figés. Et voilà. De fait figés, oui. Donc, on a quand même beaucoup plus du mal, ou du théâtre, puisqu'on pense notamment à la Grèce antique, qui a beaucoup utilisé ce biais de communication. Mais au niveau de la puissance d'impression dans la conscience, c'était quand même très limité. Dès lors qu'on passe sur le mode, comme tu le disais, animé, dès qu'on passe sur le mode cinématique, on se retrouve avec un intérêt croissant sur le fait que les personnes n'ont plus trop à elles-mêmes aller faire une connexion avec leur intuitif, donc avec leur soi-jeu, on va dire, avec leur part imaginaire ou imaginale, si vous connaissez les concepts dont on a déjà parlé. Et là, petit à petit, la liaison entre le moi-jeu et le soi-jeu s'amenuise, puisque on a sous les yeux la compréhension directe de quelque chose qui nous est donné à voir et non plus à imaginer. Donc un changement total de fonctionnement entre la projection que peut faire son conscient avec son inconscient pour se projeter elle-même dans ses projets futurs, dans ses ambitions de vie future, par rapport à ce cas que nous connaissons depuis l'invention du cinéma, qui vient dicter un scénario que les cinéastes nous impriment automatiquement. Voilà, on passe d'un mode actif interne à un mode passif externe. Et là où nous pensions intéressant de nous arrêter sur un marqueur particulier, c'était sur cette fameuse année 69 où, fatalement, il s'est passé, je dis fatalement parce que pour certains ça peut être fatal, mais pour d'autres ça peut être aussi un intérêt, on le verra, assez croissant sur une prise de conscience qui n'est pas forcément négative. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons illustrer tout ça avec quelque chose qui fait toujours polémique, et vous savez, sur cette chaîne, on aime bien réfléchir, donc fatalement on est polémique, puisque dès que on se permet de faire des réflexions qui sortent des sentiers battus de versions dites officielles, on est souvent sujet à des railleries ou de la moquerie, tout simplement parce que une version ancrée dans l'inconscient collectif, si on ose la remettre en question, c'est qu'on devient un mythomane ou qu'on est tout simplement touché par une maladie psychiatrique. Or, on avait déjà, on va pas refaire d'ailleurs cette vidéo-là, mais on avait déjà avancé quelque chose qui pour nous semble assez étrange, c'est la vidéo de la Jeep lunaire. Oui. Alors qu'on avait largement remarqué sur beaucoup d'images de ce soi-disant pas de l'homme sur la Lune, des filets de suspension qui apparaissent très clairement à l'écran lors des déplacements plutôt suspects de ces astronautes qui sont censés échapper à la gravité avec 6 fois moins d'importance que sur la Terre, donc s'ils sont sur la Lune. Et on l'avait déjà expliqué, le problème étant que si vous voulez obtenir le même résultat avec une Jeep, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de suspendre des bonhommes avec des filets. Et là, ce qui est rigolo, c'est que nous avons une vidéo à notre possession qui est assez hilarante. Et là aussi, on retombe encore dans une théorie assez complotiste, parce que est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est vraie, comme celle qui nous a été présentée comme l'original? On n'est pas là pour en discuter, on sera là juste pour réfléchir ensemble du bien fondé de ce que nous avions annoncé comme étonnant, c'est-à-dire la réaction de cette Jeep sur si elle est sur la Lune avec 6 fois moins de gravité. Alors on regarde les images tout d'abord exclusives, parce que là vous avez vu on a mis vidéo exclusive. Effectivement vous ne la trouverez pas ailleurs. Nous avons déjà dit dans la dernière vidéo que nous n'annonçons jamais, pour pas faire du tapage médiatique,
autre chose que ce qu'il y a vraiment dans nos vidéos. Une fois de plus, on reste dans la vérité, on reste dans quelque chose d'absolument réel. Cette vidéo est exclusive, il n'y a que nous qui l'avons. Et vraie ou fausse, elle nous a semblé très intéressante à être diffusée parce qu'elle nous montre en tous les cas quelque chose qui fait réfléchir sur ce que pourraient être les images d'un véhicule effectivement sur une planète avec une gravité 6 fois moins élevée que notre référentiel qu'on connaît bien sur la Terre. Vous imaginez quand même 6 fois moins élevé. Quand on vous montre la vidéo des astronautes qui ont des déplacements à la fois aériens et lourdingues, parce qu'on voit qu'ils se ratent, ils sont pas très à l'aise, c'est digne presque d'un enfant qui apprend à marcher. Et là on a abordé la façon technique qu'on aurait de simuler cette chose-là sur la Terre. Là cette fois-ci on voit, c'est assez intéressant, une Jeep, donc quelque chose de difficile à soumettre aux mêmes effets spéciaux par rapport à l'époque. Et là, celle-ci a bien l'air d'avoir un comportement qui correspondrait donc à cette gravité 6 fois moins importante. À savoir, est-ce que c'est là le pied de nez du film original que vous connaissez, après la Jeep lunaire sur la Terre, là on a peut-être la Jeep terrestre sur la Lune. C'est intéressant. Ouais. Nous vous laisserons donc regarder tout à loisir ces images exclusives qui sont là pour vous illustrer, pour vous imprégner aussi de ces lois physiques et de ces images qui sont absolument différentes que celles que nous allons voir, tiens, au passage, parce que c'est bien de se les remémorer. Donc après cette Jeep terrestre peut-être sur la Lune, on regarde les images de la soi-disant Jeep lunaire qui était peut-être sur la Terre, puisque là on voit bien qu'il n'y a pas de bond extraordinaire. Alors, il faut bien imaginer là aussi que le petit subterfuge, et c'est là où tout le talent du réalisateur qui a monté ces images, c'est que la version originale n'est peut-être pas originale dans le sens de la vitesse originale. Mais elle devient originale quand on accélère par 1,2 fois la vitesse. Voilà. Et là, ça devient plus qu'intéressant. C'est-à-dire que la version que vous connaissez toutes et tous, c'est peut-être en ralenti, et peut-être que la version originale est vraiment très original dans le sens où c'est la bonne vitesse. Et là, quand il n'y a pas cet effet ralenti, qui est moins cosmique, on se retrouve avec simplement comme là un véhicule qui ne décolle pas du tout. On voit qu'il retombe de suite. C'est un véhicule qui n'est pas soumis à une gravité 6 fois moins importante que sur la Terre. Voilà. Ces images, vous les connaissez. Ça nous a semblé bon quand même de les reprendre, ne serait-ce que pour fêter dignement ce cinquantenaire. Et nous vous laisserons en fond d'écran notre fameuse Jeep étrange qui elle, alors on ne sait pas où elle est, c'est peut-être même pas d'ailleurs sur la Lune, l'atmosphère peut-être est différente, je sais pas, mais en tous les cas c'est digne d'intérêt. Alors on reprend ce qui nous accapare depuis le début que nous avons annoncé sur cette vidéo, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la conscience humaine, dans un scénario, dans une matrice, à un moment, pour déclencher soit une transcendance d'évasion de cette matrice par un logos qu'on a déjà expliqué largement sur cette chaîne, c'est-à-dire comprendre la métaphysique par rapport à la physique, comprendre le monde absolu par rapport au monde relatif, ou se retrouver dans un moment du scénario où l'épreuve est un petit peu plus délicate, puisqu'on vous a amené comme archétype une succession qui engendre des logos qui ne vous permet pas cette transcendance vers l'absolu, mais bel et bien de rester dans le relatif. Et je crois que c'est là le sujet de fond que nous voulions traiter. Et ce cinquantenaire nous semblait tomber à pic, puisque s'il s'avérait que nous sommes l'objet de certaines manipulations à travers ces archétypes, que ce soit donc le fait même d'aller sur la Lune, ou le fait même de développer une industrie cinématographique qui découle de cette idée-là, et on va le voir juste après, eh bien on va se rendre compte que on n'est pas du tout dans le même projet de suite de civilisation dans un scénario. On est bien d'accord ? Oui. Est-ce que toi tu te souviens par exemple, puisque nous sommes nés donc à cette époque où c'était déjà dans les formations collectives que nous sommes capables de partir de cette planète pour aller, ne serait-ce que pas très loin, mais déjà aller sur la Lune, est-ce que tu te souviens d'avoir été fasciné, d'avoir pu rêver d'aller par exemple toi-même sur la Lune ? Non, mais bon, chez moi, on n'était pas télé du tout. On était plutôt en mode arriéré, donc télé, cinéma, tout ça, c'est venu presque... Mais quand même, tu savais que ça existait. Oui, je savais que ça existait, mais c'est venu presque à l'âge adulte. Donc, mon imaginaire n'a pas été du tout calé là-dessus, en fait. Par contre,
Par concomitance de cette époque, on peut dire qu'on a eu quand même aussi tout ce qui était information de rencontres du troisième type. Dans les informations, je parle pas seulement au cinéma, des grands blonds, etc. Dans les années 70, il y avait beaucoup d'informations sur des visites d'extraterrestres. Ouais, moi je m'en souviens de ça sous l'angle fantaisiste, on dira. Tout ce qui était de l'ordre du paranormal, j'ai pas non plus trop d'informations à ce niveau-là, quoi. En tout cas, le peu que j'ai eu, elles ont pas résonné à cette époque-là. Voilà, ça n'a pas fait écho à l'époque. Alors voilà. pourtant, ça c'était la suite logique de choses qui Mais avaient... je suis peut-être pas le bon exemple. Ça se peut aussi, oui. De choses qui avaient été mises en place un petit peu avant, dans les années 50, 60, avec, par exemple, comme dans le Matin des magiciens, Pierre Berger, toutes les personnes qui nous avaient ouvert un petit peu à cette information de possibilités même plus qu'évidentes que de la vie existe ailleurs, qu'il existe de la métaphysique, etc. Donc c'était un logiciel, on sentait bien, qui était en préparation. On peut voir d'ailleurs sur des émissions qui sont disponibles sur Internet, des émissions de l'INA, où on voyait des journalistes de bonne facture, on va dire plus sérieux que ce que nous avons aujourd'hui, plus pertinents, qui soutenaient des discussions qui nous paraîtraient aujourd'hui très métaphysique justement, très science-fiction, avec une personne qui aujourd'hui aurait été par exemple chez un Christophe de Chavannes, comme on a vu après que ça dégénérait un petit peu comme ça, dans les années 80, 90, qui aurait été presque raillé, que, comme tu dis, dont tout le monde se serait moqué. Alors que cette époque-là avait moins la preuve que la science pourrait faire des merveilles. En gros, c'est pour vous donner une idée de ce que peut, dans l'inconscient collectif, se produire selon ce que l'élite communicante va vous transmettre comme information. Dans chaque conscience, un processus logique va se dérouler de savoir si, dans un champ du possible, on peut inscrire telle ou telle chose. Donc on voit bien qu'on amène une civilisation à évoluer dans un scénario très différemment selon ce qu'on met comme information dans ce scénario. Voilà. Et pour revenir à ces 50 ans des images, au moins là on se trompe pas, 50 ans après les images du premier pas sur la Lune, on se souvient d'un archétype aussi assez intéressant, c'était la déclaration du soi-disant donc premier pas de l'homme sur la Lune, qui avait été un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Ouais. Une phrase qui, soi-disant, d'ailleurs, a été improvisée. Hein. Oui. Elle n'avait pas été préparée. Oui. Des fois, enfin bon, Ça c'est inspiré quand même. je dirais, voilà, on se fout de vous, mais bon, c'est assez rigolo. Le mec, il va pas calculer, alors qu'on est sur un plan médial, le plus gros de l'histoire. Ils ont pas calculé qu'est-ce qu'il allait dire lorsqu'il allait mettre le pied là. On peut resituer quand même un contexte émotionnel important. Assez énorme. Et physique aussi, donc. Alors, aujourd'hui, avec 50 ans de recul, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette phrase? Est-ce que l'analyse de ce que ça a permis est bel et bien vérifiée? Donc je rappelle que d'aller sur cette lune, c'était un petit pas pour l'homme, donc lui qui le faisait, et par contre un grand pas pour l'humanité. Est-ce que tu crois qu'on en a eu vraiment des répercussions physiques, réelles, etc.? Par exemple, face à tout ce qui est marqueur de paix économique ou de guerre, etc., est-ce qu'on a évolué depuis 69? On est toujours dans une dualité. Donc là, on n'a rien gagné, on est d'accord. Voilà, on va gagner en évolution. C'est même pire, hein, parce que pire, oui, les théâtres de guerre depuis les années 70, on peut pas dire que ça se soit calmé. Oui, le type d'armement n'a fait que s'améliorer. Oui, de pire en pire. Avec en efficacité, mais voilà. Justement un catastrophisme aussi humanitaire, c'est-à-dire pour faire des morts, des malades, etc. On est toujours sur cette relation mondiale de conflit, en fait. C'est une guerre permanente, oui. Voilà. Donc, petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Est-ce que c'est au niveau de la science? On peut même joindre le raisonnement sur l'ISS. Est-ce que tu connais, toi, des inventions? Allez, il y en a 3 ou 4, c'est sûr qu'on pourrait citer. Mais quelque chose de fondamentalement important qui a changé votre vie? La vie de l'homme. Voilà. Ouais, non. Non. Il n'y a rien du tout. Là aussi, vous pouvez sortir votre fifrelin, votre pipeau. Ça n'a rien changé du tout. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau économique? Ça coûtait des sous. Ça oui, on peut le dire. Ça a changé quelque chose au niveau économique parce que les programmes spatiaux sont devenus des problèmes spatiaux. Regardez le nombre de milliards qui est engouffré, non pas d'ailleurs que par les États-Unis, au niveau mondial. Ça paraît même pas imaginable. Voilà.
par rapport au nombre de gens qui crèvent de faim sur Terre, etc. Et là, il y a un hiatus énorme sur le fait de se dire humaniste quand on fait ce genre de choix. Alors qu'on est absolument pour la recherche fondamentale, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, ça manque d'efficacité du coup. Il y a quand même un gros problème. Le petit pas pour l'homme, c'est resté même un grand pas en arrière pour l'humanité. J'espère que on vexera personne en disant ça, parce que dans l'inconscient collectif, c'est tout à fait l'inverse. Depuis, on a progressé, mais alors phénoménalement. Donc on voit bien qu'on reste dans une logique de conscience par les événements environnementaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que vous puissiez vous inscrire dans un schéma d'une évolution de conscience. Donc là on l'a vu, ce petit pas pour l'homme c'est un grand pas pour l'humanité, mais bel et bien sur ce qu'on a dit juste avant, et rien que sur ça, c'est-à-dire le fait d'imprimer dans l'inconscient collectif, même dans le conscient, on peut le dire collectif, qu'on n'est pas soudé sur cette planète, et que donc nous, si on peut partir, ça veut dire qu'on peut aussi recevoir la visite d'autres qui se sont extraits de leur planète, qui peuvent venir nous voir. C'est un bon résumé de ce qu'a permis ce petit pas. C'est de générer aussi ce sentiment émotionnel dans l'espace. Ça a préparé le terrain sur tout ce qui est science-fiction qui allait arriver ensuite. C'est-à-dire le fait de faire des vaisseaux spatiaux, d'extrapoler aussi sur de la science-fiction, qui permettent aussi d'autres entités de venir nous rencontrer. Ça c'est hyper important pour la conscience justement de ce collectif. Qu'est-ce qui va être prêt à accepter ou pas? Alors, on va se plonger dans un monde qui aurait été absolument différent si c'était pas 69 et le pas sur la Lune et tout ce qui en a découlé qui avait eu lieu. On imagine qu'on est sur quelque chose de totalement différent si cette culture informative avait été de résoudre l'existentialisme avec de la philosophie et de la métaphysique. On aurait eu par exemple des modèles soijeux qui seraient arrivés ou des tentatives de résolution par la religion avec leurs différents logos, puisque on voit bien que chaque religion n'a pas du tout le même logos. Complètement. Que ce soit le monothéisme ou les religions primordiales, que ce soit l'hindouisme, que ce soit l'Égypte, on se retrouve avec de la vraie métaphysique existentialiste à décortiquer pour comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Et là, on imagine bien qu'aujourd'hui, en 2019, donc 50 ans après 1969, si nous nous étions cantonnés à vivre dans cette philosophie-là de compréhension, est-ce que tu crois qu'on aurait le monde qu'on a aujourd'hui au niveau économique, armé, etc. Probablement pas. Et même scientifique d'ailleurs. Oui, probablement pas, oui. Donc vous voyez bien que de certains marqueurs essentiels dans un scénario découle toute la suite du scénario. Il y a un enchaînement cohérent pour toutes les parties de l'homme. Son mode de pensée, sa façon de se situer par rapport à l'autre et sa perception aussi de l'environnement extérieur et l'inconscience ou la conscience de la relation qu'il y a entre lui et cet environnement extérieur. Par exemple, le programme américain, on appelait ça la conquête spatiale. On n'appelait pas ça la découverte ou. C'était pas fait en commun, c'était une course, une fois de plus. C'était la conquête spatiale, et puis dans conquérir, il y a une idée de combat, d'hégémonie, d'acquisition aussi. On prend possession d'un territoire ou des choses comme ça. D'ailleurs, tu mets bien le doigt sur une symbolique très importante qu'on ne pouvait pas laisser de côté, au passage, c'est que la première équipe qui, soi-disant, sera arrivée sur la Lune, elle plante pas le drapeau, une symbolique de l'humanité de la Terre, elle plante le drapeau américain. Donc c'est elle qui, comme tu le dis... dans un contexte de guerre froide. Voilà. Donc ça aussi, est-ce que ça participe pas à ce qu'on avance pour la suite du scénario? On vous laisse tout à loisir de le réfléchir, mais là aussi les évidences, normalement, s'imposent assez rapidement. Donc nous n'allons pas développer la spéculation de ce qu'aurait été le monde de 2019 s'il avait été dans la réflexion sur l'existentialisme avec de la résolution par la métaphysique. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce serait un monde tellement différent que justement il en serait presque choquant. Donc on ne va pas s'aventurer sur ce terrain-là, puisqu'il dépasserait de loin ce que beaucoup de personnes peuvent imaginer. Oui, mais ne serait-ce que la relation Lune-Terre. Absolument. Ne serait-ce que celle-là, elle est essentielle à notre vie. Et je pense que si on pose aux gens la question quelle influence, quelle relation, ils n'auraient pas grand-chose à dire en fait, alors que c'est essentiel dans nos vies de tous les jours en fait. Mais selon comment ça aurait été traité, on aurait pu arriver à un résultat aussi catastrophique que celui qui est là aujourd'hui. Ah oui. Puisque dans la métaphysique, vous voyez très bien, on l'a déjà développé dans d'autres vidéos auparavant, ça peut être déviant, tout comme la science physique qu'on connaît bien aujourd'hui. Surtout avec une règle du jeu qui est duel. Donc on l'a dit aussi plusieurs fois,
c'est la règle d'ici. Ici, c'est l'expérience de la dualité. Donc on peut se dire que quelle que soit la voie, il y aura toujours cette double face de dualité qui sera à traiter et à expérimenter. Donc même sur cette résolution-là, il y aurait eu des bonnes et des mauvaises choses à expérimenter. Et c'est pour ça que je dis, ta question tout à l'heure, c'était est-ce qu'on en serait là ? J'ai dit probablement pas, parce que peut-être qu'au final, il faut aussi qu'on passe des portes, quelle que soit l'expérience qu'on fait. Dans les courses, on appelle des checkpoints. Ben, nous, on en est peut-être à ça. Il faut peut-être qu'à chaque fois, on passe par quelque chose pour dire que l'expérience se valide. Au niveau de l'humanité, je dirais pas au niveau des individus. Ça se rejoint en général, hein. C'est une marche... Oui, mais ça peut être décorrélé. Tout à fait. L'individu peut faire sa propre évolution, tout en étant dans l'humanité, mais sa propre évolution à son rythme personnel. Il n'est pas obligé de suivre le rythme de la collectivité, je dirais. C'est bien pour ça que nous spécifions une fois de plus que nous sommes là pour faire l'analyse absolument objective de tout ça. On ne s'inscrit pas forcément dans une réflexion de dénonciation ou de critique de quoi que ce soit. Ou de contradiction. Voilà, c'est du constat et de l'explication par rapport à ce qui nous accapare, c'est-à-dire la transcendance que nous devons avoir en ce moment pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut se servir justement de la ligne du scénario qui nous a été donc depuis cet âge-là annoncé, en disant, comme tu l'as sous-entendu, que c'était pas justement fataliste ce qui s'est passé. Ah non, pas du tout. Et puis il faut pas oublier non plus qu'il y a eu ce petit pas sur la Lune à un instant T. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, mais après tous les égrégores qui ont pu en découler, libre à nous de les alimenter ou pas. Un égrégore que personne n'alimente disparaît. Il disparaît. Or, aujourd'hui, on déplore des choses alors qu'on alimente l'égrégore concerné en permanence. Donc, on a aussi alimenté les égrégores qui vont avec, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, à la limite, qu'on y ait marché ou pas, ce qui est important, c'est les conséquences de ça, et le crédit qu'on y porte. Et là, justement, nous sommes sur cette culture qui a découlé de cette science. Donc, nous sommes dans la culture scientifique du logos technologique. Nous ne nous appuyons pas de la philosophie ni de la transcendance. On est dans ce monde absolument technologique qui baigne dans cette résolution permanente du mieux vivre à travers la technique. C'est absolument ça. On est dans un monde où l'espoir du moi-je à mieux vivre passe dans l'amélioration et la meilleure maîtrise de la matière, ni plus ni moins. Tout à fait. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. Et c'est bien de regarder un peu le passé et ce qui a découlé de ces moments-là, le début des années 70. Parce que si on regarde bien, ne serait-ce que sur le plan technologique, et à quelles préoccupations humaines l'évolution technologique correspond, on va se rendre compte qu'il y a une persévérance de ces préoccupations. Ça veut dire qu'à l'origine, il y a une cible, il y a un but à atteindre. Et si on fait pas ça, on va pas se rendre compte à quel point les avancées, elles vont de plus en plus vite. Et là, ça va aller très vite. Et paradoxalement, on peut dire aussi l'inverse. Ceux qui sont là pour entretenir cet égrégore, ce logos du tout matériel et de la résolution par la science, nous a menti constamment aussi, en nous faisant rêver à chaque fois de technologies suprêmes qui ne sont jamais arrivées. Alors ça, on vous le dit parce qu'on a analysé ça en profondeur et parce qu'on a l'âge de pouvoir le faire. Si vous n'avez que 20 ans, par exemple, vous ne pouvez pas avoir compris ce genre de choses parce que vous n'avez pas le recul nécessaire. D'ailleurs, on peut le dire, notre génération, quelque part, c'est la génération charnière qui, selon le cas, si on arrive à transcender beaucoup de personnes ou pas, ça n'a aucune importance, vous l'aurez compris, sur la totalité du projet, dans ce qui est un jeu entre le soi-jeu et le moi-jeu, mais c'est quand même nous qui avions les clés pour mieux comprendre le tout. Et si on va dire merdé dans cette histoire-là, c'est bien la faute de cette génération, parce qu'on a connu l'arrivée de presque tout ce qui a fait le changement. Tout comme par exemple nos parents ont connu l'arrivée de l'électricité, ce qui a été un moment déterminant aussi dans l'évolution. Nous, on a connu justement cette arrivée archétypale, donc du spatial, donc de ce qui est exogène, et en même temps également très important de l'informatique, que nous avons connu à une époque où nous avions assez d'intelligence, puisque ayant la vingtaine d'années, quand l'informatique est arrivée, si on avait été assez éveillé, on aurait compris où ça nous menait tout ça. Mais la majorité de notre génération s'est vautrée là-dedans sans comprendre réellement l'aspect important de la philosophie qu'il fallait retenir de ce qu'on avait avant, nous, en tant qu'être absolument connecté au soi-jeu, puisque sans tablette, sans écran permanent, etc. Nous, on a eu la chance d'être la dernière génération qui avait de la communication imaginaire, imaginale.
Tous les autres, on va pas leur en vouloir d'être empêtrés dans la vase, là, de rien comprendre, puisque, en fait, le conditionnement a été rude et tranché dès le début de leur arrivée dans l'expérience. Donc fatalement, on peut le dire, les derniers qui devaient soit se distinguer, soit déconner, c'était quand même nous. Et on peut pas dire que le bilan soit super brillant quand même. Mais bon, c'est pas bien grave, il n'y a pas un quota à avoir dans la transcendance. C'est-à-dire ceux qui le veulent le font, ceux qui le veulent pas continuent une expérience différente, c'est tout. Mais il faut bien le dire, ça a été un marqueur quand même. Tout ça pour dire que tout au long de notre croissance informative dans le système et avec ces médias qui communiquent avec nous, avec grand talent d'imprégnation, on a connu, mais alors on va pas vous dire combien de fois on a pu présenter à la télévision, par exemple, des nouveaux principes ou des nouveaux médicaments qui devaient soigner le cancer. Par exemple. Alors je vous le fais tel que ça se fait dans les médias. Une nouvelle exceptionnelle, le laboratoire de tel endroit, de telle unité, a découvert et qui pourrait bien, donc, d'ici 2 à 3 ans, régler tous les problèmes de métastase. Et 2 ou 3 ans après, tous les mecs qui avaient le problème de métastase, ils sont morts, donc ils iront pas gueuler. Et ceux qui avaient mis des espoirs dans ces nouvelles technologies qui sont jamais venues et qui n'étaient pas malades, on l'a oublié rapidement. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que normalement, si on avait tenu le cahier de toutes les annonces, de toutes ces super technologies qui à chaque fois devaient régler, mais alors rapidement, hein, dans l'année ou l'année suivante, le temps des essais chaque fois on te dit, hein. Mais on aurait fait la révolution depuis. Vous nous prenez pour des idiots ou quoi? Parce que là, c'est quand même récurrent comme histoire. Ça. Avec tout l'argent qui passe dans ces supposés programmes, on n'a jamais non plus entendu des choses qui faisaient permettre d'éviter le cancer. Non, mais c'est vrai. À la base, parce qu'on sait quand même que le mode de vie, le mode de pensée, le niveau de stress sont très importants. On le sait. Non, mais jamais, on a préféré investir des milliards d'euros pour guérir, soi-disant. Pour guérir, entre guillemets, le cancer. Puis ça valait le coup parce qu'il y a plein de gens qui l'ont. Mais jamais on a dit, comment ça se fait maintenant que beaucoup de gens l'ont? Apprenons aux gens à vivre mieux pour ne pas être malades. Et justement, ce qui est assez complexe à prendre en conscience, c'est que notre mémoire est assez fugace, elle retient pas tous ces événements. Exactement. Mais ça, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on l'avait sur les promesses, sur la science de la santé, mais on l'avait aussi sur les énergies. Je peux vous citer, mais alors combien de fois, notamment parce que on s'intéresse aussi à tout ce qui est publication scientifique, et même dans les publications scientifiques, on se retrouve avec des projets qui vous annoncent la fin du pétrole très régulièrement. C'est-à-dire qu'on a trouvé de quoi faire du pétrole soit synthétique, soit biologique, et là, donc on va régler ça très rapidement. Et puis, non, c'est un effet d'annonce. Et depuis, on importe toujours au prix de la Volvic, au prix de l'eau de source, du baril, du Brent, qui lui, par contre, vous est revendu à prix presque d'or. Donc, les choses n'ont rien changé. C'est la même chose depuis le début, mais par contre, on entretient cet égrégore où on a changé Dieu à la place du mot Dieu, de cette espèce de compréhension qu'il fallait avoir du grand mystère métaphysique. On a mis le grand Dieu science, qui lui règle tous vos problèmes en permanence. On peut même décliner ça sur les transports, hein. On vous montrer, regardez, le transport du futur avec ce sera ça va régler les problèmes de ça. Et non, ça sort jamais. C'est un peu comme les concept cars, tu sais, sur les voitures, comme les marques, je vais pas les citer, mais là il y a une pub en ce moment d'une marque qui doit être vraiment en rétropédalage complet parce que eux, ils trouvent pas mieux que vous mettre des concept cars de trucs qui ne sortiront jamais. Donc si on en est à faire de la publicité sur du virtuel dans une marque de quelque chose qui est bien commercial en réel, c'est que fatalement, là on est au bout du rouleau. Les mecs, ils sont obligés de vous faire rêver avec des concept cars. Donc ça veut dire que la marque elle est vraiment naze. Dans ce qu'on a en magasin, là, en garage, il n'y a rien qui fait rêver. Donc on va vous sortir des images des concept cars. Mais ça, c'est exactement représentatif de tout ce qu'on vient de raconter juste avant. À part que là, on y va, mais à fond, pied au plancher, hein. On finira même avec l'exemple le plus marquant dans cette logique à comprendre de ces maîtres virtuoses de la virtualité de l'égrégore scientifique sur vaincre la mort. Alors ça se succède de partout. Alors là, les GAFA ont tout prêt, hein. Donc le transhumanisme, c'est le dernier truc, vaincre la mort, hein, c'était le dernier palier. Là, ils vous le permettent. Donc si vous reprenez même des publications d'il y a ne serait-ce que 5 ans, on vous le promettait déjà, c'est presque prêt. Et là, c'est prêt, mais on n'en voit pas la couleur. Donc soit c'est vraiment prêt
mais ça va être destiné qu'à une certaine catégorie de la population, soit c'est pas du tout vrai et c'est un égrégore qui va vous permettre de vous situer dans le nouvel échiquier économique et social qui se présente à vous. Il faut le comprendre aussi, ça. C'est deux possibilités, mais à chaque fois, selon ce que vous aurez projeté, si j'ose m'exprimer, vous vous faites balader. Voilà. Alors, je terminerai, puisque la liste n'est pas finie, hein. J'ai oublié un truc très important aussi, c'est les crypto-monnaies et la blockchain. Donc ça paraît être, dans les nouveaux médias soi-disant évolutionnistes, ou même révolutionnistes, on pourrait le dire comme ça, qui ont souvent des noms anglais, d'ailleurs c'est bizarre. Là aussi, quand vous entendez quelque chose d'un autre pays qui s'appuie pas, par exemple, de racines, avec des compréhensions sémantiques, j'appellerais ça de noblesse philosophique, hein, c'est-à-dire grecque ou latine, méfiez-vous. C'est des progressistes, mais qui sont pas de notre monde. C'est un autre logiciel. On en a déjà parlé. Le logiciel anglo-saxon est différent. Donc, toutes les personnes qui font appel à des fascinations, qui ont des noms de chaînes en anglais, c'est quelque chose de différent. Et là, vous verrez qu'on vous fait la promotion actuellement avec force et démonstration des vertus, je dis bien des vertus, faites gaffe, parce que là, c'est de la vertu légère, hein, sur la blockchain. Là, on ne peut pas vous tromper, tout est tracé. Alors, plongez-vous bien dans le sujet et vous verrez que c'est une escroquerie intellectuelle puissance 10. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de vous imposer la même chose que vous avez connue avant. C'est-à-dire, avant, ça pouvait s'appeler la Fed, le FMI, le BCE, c'est-à-dire ce que vous voulez, tous ces organismes de régulation monétaire qui, en fait, faisaient ce qu'ils voulaient, puisque personne n'a accès. Il n'y a pas une cour des comptes, là, du petit peuple pour aller mettre le nez dans ce qui se passe à ce niveau-là. Ça, il faut bien le comprendre. Mais là, la blockchain, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, à part que là, c'est plus technologique. Donc, c'est dans l'égrégore dont on parlait. C'est adapté à ce qui va arriver, ce qui doit arriver. C'est, une fois de plus, une résolution technologique pour faire face à nos problèmes actuels. C'est-à-dire, l'économie va mal parce que il y a des paradis fiscaux, il y a des gens qui détournent de l'argent et tout. Grâce à la blockchain et aux crypto-monnaies, ça ne va pas se produire. Alors là, c'est même puissance 10 que ça va se produire. Hein. C'est-à-dire par rapport à ce qui se passait avant, avec ça, ça va être l'explosion de ceux qui peuvent détourner du pognon en étant mais encore plus tranquille qu'avant. Oui, et ça renforce les barreaux de la prison de la personne lambda. Hein. Avec l'économie, c'est-à-dire que plus etc. ça va, plus la contrainte elle monte d'un côté et c'est... Je rigole, excuse-moi, parce que je viens de capter un truc, c'est que crypto-monnaie, eux, ils l'entendent dans le sens où c'est crypté. Oui. Et moi, je le vois comme une crypte. Donc je dis, là, ça y est, le fossoyeur, c'était fini, là. On est dans la tombe. C'est la crypto-monnaie, là. Complètement. On est à la fin du logiciel. C'est bon, on a compris. C'est de la crypto-monnaie. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ce que je veux dire, c'est que le déséquilibre que je pense beaucoup perçoivent, du poids sur certains et du tout permis sur d'autres, ces choses-là ne font que le renforcer. Et de là, nous allons continuer cette projection, puisque j'espère que vous comprenez l'évolution de cette idée de ce qu'est le tout résolution scientifique, ne pas comprendre la métaphysique et rester dans la physique dure, et vouloir résoudre l'existentialisme par la physique. Et là, on en vient à quoi avec ce monde-là? Si on se projette un peu plus loin, on vous l'a déjà proposé en image, hein. On vous a repaid de cette esthétique, de cette science suprême, de cette méga technologie qui va arriver, avec le projet Star Wars. Et là, vous tombez donc dans une extrapolation de votre conscience qui est prête à accueillir ce qui peut se passer au niveau universel, donc mélangé avec d'autres moi-je, donc d'autres consciences relatives, mais qui resterait toujours dans le schéma dualiste dont tu parlais, etc., et qui vérifie donc que ailleurs il y a la même philosophie qu'ici, donc on se fout toujours sur la gueule, mais avec une technologie beaucoup plus intéressante. Donc beaucoup plus dévastatrice, on imagine aussi. Donc le Star Wars... Mais surtout si c'est eux qui viennent chez nous, hein, parce que nous on n'a pas la possibilité d'aller chez eux, donc... Ouais, mais comme c'est toujours bien fait, tu remarqueras que on t'a donné auparavant le fait que si tu fais partie de certains milieux initiés, tu sais qu'on a déjà des contacts avec quand même des civilisations avancées, hein, et qu'on a déjà une technologie cachée. Donc, certaines ne seront pas étonnées de pouvoir faire la messe aux autres, dire mais oui, mais on le savait, regardez, et puis il y a des traces. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on amène quand même une idée de ce que pourrait être ce premier contact par la peur, puisqu'on nous fait jamais projeter quelque chose qui serait bienfaiteur, pacifique, positif pour nous. Non, ça peut être que quelque chose de risqué, de dangereux, etc., etc. Mais Hollywood a tout prévu.
puisque au cas où il resterait en vous un peu de métaphysique et un peu de... John McClane. Il arrive au dernier moment. C'est-à-dire que si vous aviez encore dans votre univers de la connexion avec votre soi-jeu, donc de la métaphysique, pour vous extraire du monde physique relatif, Hollywood a prévu aussi, dans Star Wars, ce volet-là existe, on peut le retrouver aussi dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la métaphysique de la magie en dualité, elle aussi, avec, comment il s'appelle, le petit bonhomme avec les oreilles longues, là, qui est ouvert. Yoda, le Yod, là, voilà. Dans l'alphabet, ça veut dire quelque chose, hein, au niveau hébraïque. Yoda, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se fout un petit peu de la gueule des autres, qui n'agissent que dans la matière, avec leur technologie. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il combat aussi. C'est un combattant, mais lui par la magie, c'est-à-dire avec les mains. On en a parlé la dernière fois dans l'épisode d'avant, de comprendre quels étaient ces archétypes, toujours dans des consciences qui se projettent à l'extérieur, toujours avec ce fameux logos archétypal qui a besoin d'une interface. Mais à un moment, si vous arrivez à en sortir de ça, Yoda, c'est carrément un traître à l'univers absolu, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est un des chemins empruntés par certains courants spirituels. Aujourd'hui. Voilà. Mais on peut quand même, pour pas noircir tout le tableau, dire aussi que on peut trouver dans Maître Yoda cette recherche de la sagesse avec quelqu'un qui, à un moment aussi, peut-être doit trancher, même dans l'univers relatif, pour pouvoir s'en extraire, hein, puisque quelquefois, s'extraire du relatif, ça peut faire appel de la violence physique, on va dire. Mais ça reste très relatif. C'est peut-être pas la meilleure solution. Voilà. L'épée est toujours là pour ça, hein, pour trancher, Mm. pour avoir du subtil. Hein. Connaissez l'alchimie et toutes ses règles. Donc tout ça, ça mérite à être toujours médité, bien évidemment. Mais on essaie de faire le déroulé depuis cet élément d'égrégore très puissant, donc de l'homme sur la Lune, pour comprendre vers où on va avec cette méga science, cette religion. On peut le dire, c'est une religion. C'est ce qui nous relie entre nous. C'est le modèle horizontal. Et ce qui fait aussi la compréhension de notre reliance verticale. Hein. Vous n'êtes plus relié ni à un grand barbu omniscient, omnipotent, encore moins à votre soi-jeu, mais vous êtes relié au niveau horizontal à cette croyance que c'est que la science qui peut résoudre absolument tous vos problèmes. Et comme nous arrivons dans le moment dit de l'Apocalypse, là on revient sur le savoir de la religion, qui devient une connaissance, on peut le dire, hein, puisqu'on vit ce moment, on le connaît, hein, c'est le moment où se révèlent tous les éléments de compréhension que chacun doit faire ses grandes réflexions. C'est la levée du voile d'une vérité, l'Apocalypse, et donc l'arrivée de quelle vérité? C'est bien ça qu'on se pose comme question. Puisque dans le scénario, est-ce qu'on sera soumis à une vérité relative ou est-ce que ce sera une vérité absolue? C'est ça la question. Ah oui, oui. Ouais. Et ça, on ne le sait pas. On le sait pas. C'est bien pour ça qu'on est obligé, nous, aussi à travers nos vidéos, d'explorer le champ du possible. Parce que l'Apocalypse, la fin des temps et la révélation, ça ne veut pas dire que la vérité doit tomber. C'est une certaine vérité peut-être qui va tomber. C'est peut-être pas la bonne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut... Enfin, la bonne entre guillemets. C'est quoi la bonne vérité? Celle qui est vraie. Celle qui est vraie. Parce que y en a qui peuvent paraître vraies parce qu'elles deviennent des vérités à force que les gens y croient, mais en fait elles n'ont jamais été vraies. Ça veut déjà dire que c'est la vérité que l'absolu veut pour permettre un changement de cycle dans le relatif, c'est ça que je veux dire. Voilà, tout à fait. Là, absolument d'accord. Tu vois ? D'autant plus que la complexité, si on voulait aller jusqu'au bout, et là on le fera pas non plus, mais on fait juste que l'effleurer puisqu'on en a déjà parlé par rapport à l'épisode au modèle Soi-Jeu qui exposait la compréhension de l'effet Mandela. C'est-à-dire que ça, on peut ne pas l'exclure pour la fin. Tout à fait, ouais. De passer en mode forcé un peu, c'est-à-dire avec l'effet Mandela. Et dans X-Files, puisque c'est quand même une série dont on fait assez référence, puisqu'elle aussi sert l'égrégore de compréhension. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs, c'est évident. Mais elle est relativement ici. Donc du coup, il vaut mieux aller la chercher dans l'absolu. Dans X-Files, dans les derniers épisodes, on a le fameux monsieur là étrange qui dit s'occuper en gros des effets Mandela, qui arrive avec les yeux comme on appelle au beurre noir. Hein, je sais pas si tu te rappelles cette expression. Ouais. Pourquoi au beurre noir d'ailleurs hein. Ça aussi c'est une histoire générationnelle et de parcours de vie, selon si vous avez fréquenté certains groupes ou pas. Vous savez ce que c'est cette histoire de l'œil au beurre noir. Alors dans X-Files, on a celui qui surveille, on va dire, le scénario dans la matrice et qui dit mais avec les effets Mandela on peut rendre les gens fous. Parce qu'on change des choses et le fait que les gens prennent conscience, donc prennent conscience eux-mêmes de leur propre conscience, donc de la matrice, etc. Et normalement qu'ils ont un soi-jeu. Mais ça, après, souvent, le pont se fait pas. Oui,
Si le pont se fait pas, c'est une perte de raison. Ça peut mener à la folie. Ah, mais complètement. Voilà. Mais Ouais. justement, on est là pour démystifier tout de ça, raison. pour que ça mène pas à la folie. Oui, C'est non. très cohérent tout Ouais. ça. Il faut surtout Mais pas se laisser embringuer dans Il faut ça. s'imaginer quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à aucune notion de métaphysique que ce soit, et qui subit Un un événement, effet ouais. Mandela personnel un peu aigu, mais tu as de quoi péter le plomb. Hein. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce personnage signifie quelque chose que pas grand monde doit comprendre. On le voit avec les yeux au beurre noir. On a Mulder qui dit à ce personnage, d'ailleurs il lui pose jamais la question, de lui dire mais pourquoi t'as les yeux comme ça? Parce que toi c'est la première question que tu lui aurais posée. Et tu aurais dit oui mais toi-même tu sais bien que tu es un arroseur arrosé. Parce qu'en fait ça c'était bien le test d'une certaine, on va dire, congrégation ou groupe de réflexion, où quand on veut mettre quelqu'un à l'épreuve, on met une paire de jumelles et on lui dit, surtout je t'interdis de regarder ce qu'il y a là-bas. Et vous laissez la personne seule dans la pièce. C'était une époque où il n'y avait pas forcément de vidéosurveillance d'ailleurs. Mais on avait pris soin de mettre, on appelle ça du cirage, mais vous appelez ça du beurre noir, hein, puisqu'il faut que ça colle. Et donc vous laissez la personne, et le test c'était assez rigolo parce que en fait vous les faisiez passer un par un dans ce truc-là, et tous à mesure qu'ils sortaient, ils comprenaient qu'ils avaient été l'objet du gag parce qu'ils voyaient d'autres avec les yeux au beurre noir. C'est-à-dire que donc dans l'assemblée on savait qui avait regardé ou qui avait pas regardé dans la paire de jumelles, parce que tous ceux qui avaient mis leurs yeux près de l'optique se retrouvaient avec des yeux au beurre noir, mais eux-mêmes ne le savaient pas. Donc vous comprenez bien que c'est ça l'histoire à comprendre dans cette affaire-là. C'est la conscience de soi à travers son interface de soi-même. Bon, ça on le développera d'ailleurs avec plus de précision dans le prochain épisode, hein, puisqu'on va faire sous forme de fiction une petite aventure de quelqu'un qui voudrait comprendre tout ça. Mais là, pour juste terminer avec cet épisode d'X-Files, on comprend bien que celui qui trafique dans la matrice, puisqu'il est en train de trafiquer dans la matrice, lui-même est une victime de lui-même. Donc il a les yeux au beurre noir. Donc je finis peut-être si vous n'avez pas compris le truc. C'est-à-dire que quand on faisait le test de demander à quelqu'un s'il est de confiance ou pas, si on lui interdit, pour de bonnes raisons bien sûr, si c'est pas des bonnes raisons, il a absolument l'initiative de regarder qui est pas incorrecte. Mais si pour de bonnes raisons vous interdisez à quelqu'un de regarder et qu'il le fait, ça devient dérangeant. Et là quand lui il s'aperçoit qu'il se retrouve dans une assemblée avec d'autres qui ont les yeux noirs, il comprend que lui les a, ou les a pas s'il a été honnête. Donc du coup c'est ça la révélation, c'est-à-dire comprendre à travers l'autre ce qu'on est. C'est-à-dire si moi-même j'ai les yeux au beurre noir parce que j'ai regardé alors qu'il fallait pas regarder, je comprends très bien que je suis démasqué. Et je comprends très bien à travers l'assemblée qui a les yeux au beurre noir et qui les a pas. C'est le jugement dernier en gros, c'est ça que je veux extrapoler. J'espère que vous prendrez le temps de méditer cette métaphore à ce que nous sommes dans le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment on va voir tous si on a ou pas les yeux au beurre noir là. Donc du coup ça va prendre réellement ce qu'on appelle la pesée finale ou le jugement dernier. Voilà, les choses transparaîtront, personne ne pourra tricher. On va voir les choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous voulez toujours œuvrer pour quelque chose de bon, que ce soit à travers des phénomènes de revendication sociale, etc., la seule chose à ne pas perdre, c'est pas de s'engouffrer dans de la dualité, c'est de vouloir constamment divulguer la vérité. Mais pas les petites vérités, c'est-à-dire le prix du gasoil est cher, ou etc. C'est aller au fond de ce qui est important, c'est-à-dire les vérités. Qu'est-ce qui dysfonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça refonctionne. Donc ça, c'est à chacun de le creuser, chacun a sa conscience pour lui. Il y en a pour qui, peut-être le dysfonctionnement, il est juste dans le prix du gasoil. Hein. Si on baisse le prix du gasoil, tout ira bien. Voilà, chacun a des consciences différentes. Mais que ceux qui ont les plus grandes consciences, donc qui connaissent les rouages de ce qui fonctionne pas bien à l'origine, avance ça. Il n'y a pas à prendre des armes, ni à aller bloquer, à aller embêter, quoi que ce soit. C'est tout ce qui est pas juste dans le vecteur médiatique. Il faudrait que ça cesse enfin et amener quelque chose de vrai. Quelque chose qui fasse comprendre la vérité. C'est la seule chose de valable et qui fait le moins de dégâts possible, aussi bien d'ailleurs dans les consciences que physiquement. Il n'y a pas de guerre à faire. Il y a juste à augmenter le taux de logique, d'intelligence et d'explication pour pouvoir rectifier, transmuter quelque chose qui à un moment est parti comme ça parce que ça avait des bonnes raisons de partir comme ça. Peut-être justement pour qu'on puisse au final se transcender avec un grand pas pour l'humanité justement. Pas avec ce petit pas ridicule là sur ce désert poussiéreux. Hein. Le vrai grand pas il sera là en fait. Hein. La vraie transition de conscience c'est de comprendre tout
C'est-à-dire le tout, qu'est-ce qui s'est passé dans la conscience humaine et dans son aventure pour qu'elle se réalise ou qu'elle ne se réalise pas d'une certaine façon. On le voit d'ailleurs en finissant cet épisode sur le fait de comprendre aussi en géopolitique, et on revient, on l'avait promis la dernière fois, avec les animaux, c'est-à-dire comprendre les archétypes qui ont été laissés dans l'héraldique aussi des différents pays ou des différentes lignées de noblesse, etc. Il y a du message symbolique à comprendre avec les animaux et la géopolitique. Et vous comprenez bien que c'est quand même délicat de faire ce travail aujourd'hui, puisque personne n'a gardé cette logique. Là, on n'est plus sur des temps qui nous entraînent vers des sciences, et même maintenant des pseudo-sciences, c'est-à-dire des sciences New Age, on peut le dire. Et on a toujours besoin des deux jambes pour marcher dans un projet. Et là, dans le futur qui arrive, vous remarquerez que tout comme en géopolitique, on est sur deux jambes, deux projets qui, au niveau religieux, économique, ont toujours paru antagonistes, mais en fait, l'antagonisme, c'est ce qui fait que on marche, on continue, on avance. Mais ils vont vers le même projet final. Mais là, c'est pareil avec le nouveau logiciel sur le tout science, le nouveau Dieu. C'est-à-dire, vous avez deux jambes. D'un côté, le temps n'existe pas. On est sur une espèce de New Age absolument non prouvé, et qui est même catastrophique pour les consciences qui doivent se réveiller. Et la deuxième jambe, c'est l'opposé, c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle, le big data, etc. Et les deux se dénoncent l'un l'autre. Ouais. Ça marche toujours comme ça. Donc là aussi, réveil à un moment, il faut pas se laisser gruger de rentrer dans cette dualité, puisqu'en fait, la bonne chose à comprendre n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. Ouais. Voilà, sauf si vous voulez continuer cette aventure, et ça c'est normal, vous en avez le choix, c'est absolument respectable. Mais il fallait bien le dire à un moment, un projet ne peut avancer que s'il est constamment en déséquilibre sur deux jambes, donc deux logos archétypaux différents. Et les nouveaux logos archétypaux différents, vous les avez là. Le New Age et le tout scientifique à outrance, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, etc. On voit bien la prochaine évolution. Il faut s'en affranchir si on pense qu'effectivement la solution n'est ni dans l'un, la vérité n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Nous, on avait science et religion, et demain, on a cette physique dite évoluée. Tout ce qui est de l'intelligence artificielle et cette science dite évoluée serait la nouvelle religion de demain. Et que cette physique quantique, bien qu'elle puisse prouver des éléments très intéressants, on a parlé des expériences d'ALSP, qu'elle puisse être utilisée pratiquement à des fins qui existent déjà, notamment dans les transmissions de données cryptées justement aussi d'ailleurs au passage, mais et peut-être au futur ordinateur quantique, mais pour le reste, elle connaît les mêmes élaborations spéculatives pour tout ce qui est du domaine de la recherche d'un modèle structurel démontrable. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais ceux qui ont l'habitude de manier ces concepts auront très bien compris, et même ceux qui manient pas ces concepts comprendront que c'est quelque chose, quelque part, qui fait partie, donc, en gros, de la spéculation intellectuelle, voilà, si on peut le résumer comme ça. Donc, c'est dangereux. Ça veut dire qu'une fois de plus, vous vous exposez au danger d'accorder du crédit ou pas, justement, c'est à vous d'avoir le libre arbitre, à la personne qui fait cette spéculation. Mais c'est parce qu'elle a un titre, après, c'est parce qu'elle est, une fois de plus, en position de vous le faire accepter que vous l'acceptez. Tout comme le fait de vous montrer le film sur la Lune. Si c'est toi, par exemple, qui débarque là avec un film, comme par exemple cette Jeep terrestre sur la Lune, si tu n'es pas une autorité reconnue, mais personne va te croire, on va te rironner. Ce que je voulais rajouter, c'est que on peut s'interroger sur le fait que jusqu'à maintenant, la science, elle évoluait dans un milieu élitiste, et que ces nouveaux scientifiques, entre guillemets, eux s'appuient du public. Ils ont besoin du public. C'est assez fin, c'est assez subtil comme démarche. C'est nouveau d'ailleurs. Ouais, c'est tout à fait nouveau, et je trouve ça assez fin parce que ça veut dire que ça les exonère de toute démonstration scientifique. On prend des conférences, c'est « je ne vais pas vous faire la démonstration ». Style, il n'y a pas le temps, ou t'es un peu trop con. Dommage, on avait le temps. C'est bête parce que, tu vois, oui. J'aurais bien aimé. Et c'est tout à fait nouveau. Quand je dis que ça pose les bases d'une religion, on est sur une démarche de religion, c'est-à-dire on est sur la création de croyances au niveau du plus grand nombre. Et comme les gens sont en attente de quelque chose d'autre et que ces gens dénoncent l'autre bord, quel est l'intérêt pour un scientifique de dénoncer le New Age? C'est pas sa partie. Normalement, c'est pas les mêmes personnes. Mais le plus rigolo, c'est que souvent, ce sont ceux qui le dénoncent qui en font, quoi. C'est ça qui est marrant. Pourquoi tu dénonces le New Age? Parce que tu récupères le même public. Donc, c'est là où il faut se poser des questions. Comment ça se fait que ce milieu scientifique ait besoin d'entrer en concurrence
avec un milieu spirituel du New Age. C'est voilà. Ce qui se prépare est très particulier et c'est concomitant. Hein. C'est-à-dire, tout ce qu'on a évoqué, c'est mais la même chose, la blockchain, etc. Non, c'est visible, pas forcément. Je crois que la majorité des gens ne font pas des corrélations par rapport à tout ça. Hein. C'est sûr que pour le faire, il faut arrêter d'aduler le premier venu. Ça, je suis d'accord. Mais tant qu'on verra des gens signer des autographes ou dédicacer des livres, des disques. Il y a quand même de la visibilité. L'ego sera toujours là, donc vous avez compris que vous êtes dans le monde relatif, quoi, c'est évident. Allez, pour finir, comme on l'a dit, donc on revient en arrière sur la conscience archétypale fragmentée dissociée, pour être plus clair, donc la compréhension de ce qui se passe dans la fin du scénario avec les animaux. Il y a certains chamans pour parler d'animaux totems. Là aussi, ce serait l'occasion de comprendre cette connaissance du niveau du jeu où le chronos ne permet pas la fusion complète de chaque fragment, si vous avez bien compris ce qu'on avait raconté dans l'épisode sur les animaux, et certains essayent de le trouver avec des drogues sur le végétal, qui n'a rien à voir avec l'animal, et qui ont les mêmes déviances égotiques, donc, et de pouvoir et de manipulation du groupe. Enfin bon, on va pas digresser là-dessus, mais regardez-le bien, à chaque fois, détectez l'ego. Le mauvais ego, c'est toujours celui qui veut vous mener en bateau, qui veut prendre du pouvoir. Donc à un moment, il faudra bien quand même s'exercer toujours pour gagner son libre arbitre, d'être un inconditionnel de sa propre liberté, parce que sinon vous êtes toujours piégé dans un logos archétypal qui peut être toujours séduisant d'ailleurs. Il est fantastique. Donc tout ça c'est dans le même panier, mais une fois de plus, on le répète, on ne critique pas ça, on veut juste pour ceux qui veulent s'extraire de ça, juste le signaler. Ceux qui vont là-dedans, ils sont pas condamnables, vous l'aurez compris. C'est leur souhait, et c'est très bien comme ça. Pour terminer un petit peu de géopolitique, on l'avait dit dans l'épisode d'avant, on n'avait pas eu le temps, puis c'était assez long, de caser cette partie-là, et de comprendre à la fin des temps qu'il y a vraiment une horloge cosmique et une compréhension avec le panthéon animal. On se retrouve donc dans l'espace, pour terminer, puisque c'est toujours par là toujours qu'il faut s'enfuir, mais à l'intérieur de soi, pas en direction des étoiles. Et vous avez cette compréhension avec ce globe qui a un équateur physique que vous connaissez bien, géodésique, c'est-à-dire celui relatif à la perpendicularité d'un axe, qui en l'occurrence est signalé par le nord et le sud. Et là, il s'agit bien aussi de comprendre qu'il y a un autre équateur très intéressant, celui qui est signalé par une visée astronomique, qui va vous signaler un moment de révolution particulier où vous devez pointer sur des constellations. Merci. Et ces constellations... C'était un test pour voir si je suivais. Voilà. Est-ce que vous dormez ou encore? un trou de mémoire. Est-ce que vous dormez toujours? Réveillez-vous. Il y a donc cette horloge cosmique où depuis longtemps on nous a laissé donc des indices pour comprendre que on aurait tout à loisir de pouvoir comprendre que quand on pointera au moment où on sera, soit que vous habitiez au nord, soit au niveau de l'équateur, que vous aurez de quoi vérifier que vous êtes à l'instant T, au moment M, au Kéroska, vous l'appelez comme vous voulez, de ce qui doit se passer. Alors, pour être plus précis, et d'autres longs... Je ne sais pas s'ils se sont amusés ou pas, ou est-ce que c'est le pouvoir politique des égos qui l'a fait se manifester comme ça, mais dans les héraldiques, on le comprend aussi à travers des blasons où on a emprunté ces animaux. Alors, vous comprendrez bien que, pour faire court et bref, si vous habitez la partie nord et que vous bénéficiez des légendes du nord avec des ours, avec des arbres, etc., ce que vous avez à surveiller, c'est quand votre nord va pointer sur Ursa Polaris. Et là, c'est bizarre, c'est notre cas en ce moment. Ça pointe. Ça pointe sur Ursa Polaris, donc cette histoire d'ours, surveillez. Et par contre, évidemment, si vous habitez plutôt vers l'équateur, vous aurez bien compris que pour vous, ce serait peut-être un peu difficile de courir au nord tous les 10 ans, mettons, pour aller savoir où on en est. Donc on se dit, on va trouver un autre référentiel au niveau perpendiculaire. Et au niveau perpendiculaire, qu'est-ce qu'on avait? On a ce fameux Léo Régulus, qui est manifesté largement dans le Sphinx, qui lui vous donne donc un autre point de référence à surveiller dans le ciel. Et la visée. Et sa visée, évidemment, puisqu'à chaque fois, c'est comme si vous faites un peu de balistique, si vous connaissez le fonctionnement d'un fusil, il y a un pointeur et il y a évidemment une base référentielle qui vous donne la visée. Voilà, ça marche toujours comme ça. Donc, que ce soit en compréhension astronomique et astrologique, on a déjà eu l'occasion d'en aborder largement les corrélations, vous comprendrez que on est bien à cet instant où on a Ursa Polaris à la bonne place et Léo Régulus sûrement aussi.
c'est peut-être le moment de s'intéresser à cette grande horloge aussi intérieure, puisqu'il faut comprendre que ce qui se manifeste à l'extérieur doit être compris pour la conscience intérieure. Et là, on va refaire un peu de géopolitique avec ces animaux. Donc, on garde l'ours, le lion, on garde aussi, alors là, on a rajouté l'aigle, bien qu'il y aurait des choses à dire aussi sur une constellation qui porte le même nom, mais bon, on va pas s'étendre non plus là-dessus, c'est pas le sujet. Mais on remarque bien que dans la géopolitique, on se retrouve avec, on pourrait le décliner encore plus loin, mais là, c'est 3 grands groupes qui, à un moment, ont eu l'air quand même bien de se disputer le monde, que ce soit à travers l'égrégore et le logos archétypal, ou même son projet qui n'est peut-être pas identique. On a donc ceux qui se sont appuyés de cette culture de l'ours, qui sont plutôt des Nordiques, ce sont les Russes, URSS à l'époque c'était l'URSS, donc c'était l'URSS, donc la Russie, c'est presque un anagramme de ours pour nous, c'est assez rigolo. On se retrouve avec des gens qui ont une héraldique avec des lions, alors que ils sont dans une île pluvieuse où il n'y a jamais eu de connaissance à tous les cas d'hommes modernes de lions. Oui, l'Angleterre. Dans les eaux. Voilà. Donc les Anglais, c'est quand même étrange, c'est quand même bizarre. Pourquoi l'héraldique anglaise a un lion ? Ça devait pas beaucoup parler aux moyenâgeux de l'époque qui n'avaient jamais mis un pied en Afrique, qui n'avaient jamais vu, comme on parlait tout à l'heure, de films, ni de photos. Donc pour eux, un lion, c'est de l'inconnu total. Est-ce que vous pensiez vraiment que l'héraldique du lion était faite pour impressionner les autochtones ? Je pense pas, parce que pour eux, un lion, ça leur parlait pas. Donc ils devaient pas du tout être impressionnés de cet animal. Par contre, eux ont jugé bon de mettre des lions. On en trouve d'ailleurs en France aussi, là où d'ailleurs certaines tribus anglo-saxonnes ont fait des passages. Enfin bon, intéressez-vous à tout ça, vous verrez que ça a une cohérence absolument formidable. Donc on se retrouve avec le lion. Vous imaginez d'où ça peut venir, si vous avez une connaissance de la géographie animale. Le lion, c'est plutôt la partie justement équatoriale, c'est l'Afrique, le Moyen-Orient, et on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de connaissances par rapport à l'archétypal animal, cette fameuse idée du roi lion, le roi des animaux, qu'on retrouve chez certains rois, etc. Donc on a une certaine tribu qui, elle, fait référence à l'ours, qui est plutôt nordique, une tribu équatoriale qui est plutôt référentielle du lion, au Moyen-Orient et sur la bande africaine, et puis on a, alors ça c'est quand même extraordinaire, l'aigle, lui, qui en réalité vit partout sur la planète. Partout. On en retrouve dans les zones arctiques, dans les zones antarctiques, dans les déserts chauds, dans les déserts froids. On le retrouve absolument partout. Et en plus, il vole. Donc ça veut dire qu'il s'affranchit des reliefs et il peut rejoindre un côté à l'autre très rapidement. Or, qu'est-ce qui a démarré dans notre histoire géopolitique l'impression donc d'avoir imprimé dans les consciences l'héraldique de l'aigle qui devient même royal, l'aigle à 2 têtes, etc. On le retrouve en Russie aussi. C'est Rome, l'Empire romain. Donc, l'Amérique a ce fameux symbole de l'aigle royal. On retrouve cet aigle, à vous de faire vos recherches, dans beaucoup d'héraldiques des pays qui sont des conquérants d'aujourd'hui, ceux qui ont participé à la course sur la Lune. On l'a dit au passage, la Russie a même un aigle à double tête, lui aussi. Vous comprendrez bien qu'il y a une logique à avoir sur le fait qu'il y ait un axe fixe, nord-sud, qui est bien représenté par une idée de la stabilité avec l'ours. Il y a un axe tournant perpendiculaire, qui est donc une autre force qui se retrouve donc à l'équateur et qui lui est symbolisé, matérialisé par le lion. Et enfin, il y a cette entité donc absolument libre et qu'on retrouve absolument partout, qui est l'aigle. C'est celui qui s'envole, qui peut partir. Et qui semblait avoir disparu avec un empire romain qu'on a dit à un moment à son apogée puis à son déclin, etc. Et qui peut-être n'a jamais disparu. Possible. Voilà, c'est très possible. Et cet empire romain, qu'on retrouve peut-être à la manœuvre absolument partout, c'est pas forcément qu'il est mauvais, c'est pas ce qu'on veut dire. C'est pas parce que quelque chose est hégémonique à un moment qu'il ne peut pas être infiltré, etc. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça qu'on rentre plus dans les détails de la compréhension des équilibres géopolitiques sur la fin des temps, c'est que c'est trop compliqué. Là, on ne sait plus qui fait quoi, qui est qui. Bon, on en a des idées, évidemment, mais officiellement, c'est improuvable, puisque même entre eux, justement, ils ont cette difficulté-là. Donc, nous, ce qui est intéressant de dire par rapport à ces animaux et par rapport surtout à l'apocalypse, donc la fin des temps, c'est que si vous rentrez, vous, dans cette même dualité qui est la leur, c'est un piège aussi, une fois de plus. C'est-à-dire que vous êtes non pas dans l'introspection de la compréhension intérieure de ce qui se passe en cosmologie, en astrologie, etc., pour pouvoir transmuter votre propre conscience, mais vous rentrez dans le jeu d'un combat qui est bien terrestre, le Star Wars.
eux là, qu'ils soient affiliés à d'autres étoiles ou pas, si c'est de la guerre terrestre, c'est pas intéressant. Si c'est de la guerre des étoiles, c'est encore moins. Vous comprenez bien. Donc la seule chose que ça peut faire comprendre à un moment, c'est la philosophie originelle de cette chose-là. Ce qui compte pour vous, en conscience, c'est le référentiel primordial. Ce qui est raconté dans les philosophies, dans les intelligences primordiales. C'est-à-dire, on l'a déjà cité tout à l'heure, l'hindouisme et pas forcément le bouddhisme, justement. Ce qu'il y a à comprendre en Égypte également, et pas sur les dynasties pharaoniques, puisque dans pharaonique, il y a pharaon. Il faut faire très attention à ça. On en revient, si vous voulez pas vous casser la tête à faire de la recherche historique, et surtout que ça, franchement, c'est peine perdue. C'est jamais pertinent de se perdre dans des combats historiques, puisque on ne sait pas si l'histoire est vraie, jamais. Hein. Donc, autant se projeter dans la philosophie de l'existentialisme. Sur ça, au moins, vous pouvez pas vous tromper. On discute en réel de ce qu'on veut vivre et de nos utopies. Ou de nos pires cauchemars, à vous de choisir. Mais en tous les cas, les bases sont bien jetées là. C'est pas la peine d'entretenir de la dualité sur de l'histoire. Ce qui est important aujourd'hui sur la fin des temps, c'est de comprendre l'archétypal pour pouvoir se projeter quelque part. Que ce soit ici ou ailleurs, justement. Mais c'est à vous de faire le choix. Soit vous êtes dans le modèle moi-je, soit vous êtes dans le modèle soi-je, le relatif ou l'absolu. La transition, évidemment qu'on va tous plus ou moins la vivre bien ou mal. C'est pour ça que quelque part, on doit prendre aussi position dans ce pseudo-combat de cette dualité, mais prendre position avec justesse. Je pense par rapport à ce qu'on disait au début de cette vidéo, là on y est vraiment dedans. C'est pas aisé de se dire qu'on a encore le choix dans ce monde et qu'on a un choix primordial à faire en ces temps-là. Et une fois qu'on en est convaincu, qu'on sait qu'on a un choix à faire, se déterminer par rapport à ce choix, parce que comme on nous a supprimé tout l'imaginaire et etc., c'est pas évident de se projeter et de construire ce choix. C'est pour ça que le chemin, il demande un peu de persévérance, mais bon, les choses vont très vite, là. Plus la contrainte va monter, plus les choses iront vite. Autant qu'elles aillent vite, il faut se rendre compte qu'en tant qu'individu, en tant qu'âme, on a un devenir, donc il faut construire ce devenir. Et pas laisser ce devenir à la portée des autres, tel que on a pu le vivre ici, de croire que tout est fatalité, qu'on n'y peut rien, et que on ne peut que se soumettre. C'est ça qui nous est donné de vivre, c'est ça une fin de cycle, c'est vraiment de se dire, bon voilà, j'ai un choix à faire, et déjà avoir conscience qu'on a ce choix-là à faire. Et pour parler en parabole animale, si vous voulez devenir l'aigle, celui qui a la conscience du tout, puisqu'il est partout sur la terre, et qui lui vole, donc ça veut dire qu'il peut partir. C'est déjà affranchi, oui, de la gravité, voilà. On peut imaginer que l'aigle trouve sa potentialité dans la compréhension du lion humain, c'est-à-dire du sphinx, comprendre l'axe. C'est-à-dire le lion est derrière avec sa force, mais il se transforme avec l'air du Verseau, avec cette maîtrise de la compréhension de sa force, c'est-à-dire donc bien l'axe manifesté entre le lion et le Verseau. On le dit après, c'est lui-même et c'est la femme, hein, puisque là c'est la polarité double dont on parle très souvent dans nos principes de compréhension avec nos vidéos. Cette synthèse alchimique, il faut la faire, mais elle est en nous. Mais après, il faut bien qu'elle s'exprime aussi en attendant de pouvoir passer à autre chose à l'extérieur de ce qu'on vit ici. Voilà. Et le Verseau, il a eau dans son nom, mais c'est un signe d'air. Là aussi, il y a une transformation à faire. S'il vit de l'eau, juste après les poissons... C'est bien qu'il a vidé si c'est un signe d'air. Et voilà, il vit de l'eau, mais ça veut dire que le poisson, il meurt aussi. Il est plus fait pour vivre là. Hein. Et le Verseau vient après l'ère des poissons. Donc le bestiaire animalier... il se comprend aussi là. Il est plein de compréhension. Subtil. Il est là pour nous aider à comprendre des choses qui sont un peu universelles. Quel que soit l'endroit sur la planète, on sait qu'un poisson vit dans l'eau et que s'il a plus d'eau, qu'un oiseau vole et qu'un lion, c'est la force. Je pense que pour toute l'humanité, les représentations animales, elles parlent de la même manière. C'est comme les mathématiques, en fait. Ce sont des langages universels. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des symboliques qui avaient une vocation universelle, anniversaire. Ça aussi, c'est un lapsus. Universel, qui allait durer dans le temps et qui allait s'adresser à toute une planète. Voilà. Absolument. Voilà, je crois que la synthèse avait bien été prévue par ceux qui ont intelligemment construit cette logique archétypale, qui reste donc d'actualité, comme tu l'as dit, à travers les temps et à travers même l'espace. Et pour se quitter, pour rire, parce que vous savez qu'on a toujours quand même cet aspect un petit peu facétieux,
Imaginez que dans le scénario, si on restait sur le logos imprimé jusque-là de l'Amérique telle qu'on l'a connue dans les années 70, donc avec le premier pas sur la Lune, vous imaginez bien que dans un scénario absolument hilarant, on pourrait se retrouver avec, et ça reprendrait d'ailleurs des informations archétypales de certaines religions, avec cette Lune qui à un moment doit nous annoncer quelque chose. Cette Lune qui elle-même, puisqu'elle est visible de tout le monde, c'est intéressant. Justement, ce serait un élément que tout le monde pourrait vérifier, qui se passe dans un univers commun, et ce fait qui serait assez extraordinaire ferait en sorte que tout le monde se gratte la tête en se posant des grandes questions. Et là, ce qui serait rigolo, c'est que si on restait sur les archétypes annoncés depuis 69, donc avec la superscience, avec même la nouvelle métascience, la quantique et toute sa blockchain et tout ce qui nous promet de fabuleux après, ce qui serait marrant, c'est que on se retrouve avec une lune en train de nous montrer sa face cachée, puisque il faut le rappeler, c'est quand même l'énigme de notre cosmologie de proximité. Système solaire. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette face cachée de la Lune? Oui, Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça se fait que cet astre il ait ce comportement? Alors, il y a d'autres satellites dans d'autres systèmes donc de planètes qui ont les mêmes particularités de présenter la même face. Mais pourquoi physiquement? Voilà, pourquoi? Déjà d'une part, alors on y aurait marché dessus il y a 50 ans, mais ça nous a jamais intéressé d'essayer de comprendre le pourquoi. Ah si, il y en a qui sont intéressés, mais est-ce qu'on a la bonne solution? Je ne sais pas. Les Chinois, ils sont allés il y a 6 mois. Israël s'est cassé la pipe dessus, ils n'ont pas pu finir. L'a rien montré. Hein. Peut-être certains ont des documents, mais ils les ont pas encore montrés. Comme quoi, le grand pas pour l'humanité, il reste peut-être encore à construire. Mais bon, c'est peut-être une phrase prémonitoire. Pour l'instant, on est plutôt sur une humanité qui a trébuché. Elle n'a pas fait un grand pas, là. Elle a fait quelques petits pas pour arriver à terre, en fait. Elle n'a pas trop décollé, elle est bien restée sur le champ de la gravité. Et ce serait assez rigolo, souvent on se le dit, que pour l'apocalypse, le truc final ce soit que la Lune vous montre sa face cachée et derrière il y a une grosse pub de la marque de boisson de soda la plus vendue au monde, quoi, qui est l'égrégore justement de cet impérialisme américain. Ça, ce serait très rigolo. La Lune avec sa face cachée, puis derrière il y a une énorme publicité. Et là on resterait donc d'ailleurs dans le Truman Show de ce qui est représentatif ici, c'est-à-dire le monde marche sur l'argent et la publicité, le fait qu'on vous donne des égrégores de choses à consommer et que vous les consommez, c'est bizarre ça. Personnellement, est-ce que toi tu achètes beaucoup de choses qu'il y a dans les publicités? Moi franchement, je crois non, mais tu peux le dire, zéro. Zéro. Non mais ça marche pas toujours. Souvent, c'est vraiment une analyse qu'on peut tous faire. On se scanne et puis on se dit, est-ce que ma façon de vivre et de consommer permet ce système? Si vous êtes accro du portable, des applications... mais c'est pas un mauvais élément, ça veut pas dire qu'on est rétrograde, tout ça c'est très bien d'ailleurs. Mais ça veut dire que vous permettez au système de vivre. Aussi. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de combat. Le seul fait de se poser la question de comment je veux vivre, et comme tu dis, on peut vouloir avoir envie de vivre par de l'hyperconsommation, de l'hyperconnexion, vouloir avoir envie de vivre des centaines d'années sur cette planète, etc. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Tout à fait. Mais pour ceux qui sont dans un combat pour changer les choses, déjà il y a la possibilité toute simple sans combattre de ne plus alimenter le système. Il y a plein de choses qui disparaissent. Le système n'existe plus en tant que tel. On va quand même pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour alimenter le système. Mais tu remarqueras, puisque les publicités sont bien relatives à notre monde, avec son fonctionnement, qu'elles collent parfaitement au consommateurs potentiels. Et qu'elles sont toutes d'ailleurs avec maintenant des accroches non plus même simples en anglais, mais des doubles accroches en anglais. C'est ce que j'allais te dire. Comme maintenant on en est vraiment dans la pub en anglais et que je ne fais aucun effort pour comprendre ce qui m'est dit. Déjà j'accrochais pas avant, mais alors là... Non comprendo. Ah non, mais on peut pas comprendre. Bah si, c'est bête parce qu'on parle anglais aussi, on n'est pas non mais plus... Bon, après, Mais c'était pas ça le plus important à comprendre, c'est que c'est pas un mal de savoir parler anglais, mais il faut se poser la question à un moment, pourquoi ceux qui font partie du système, alors que nous on a une langue formidable en France, veulent vous imposer à parler juste les 100 petits mots dont vous aurez besoin pour faire pipi, caca, manger, dodo. La publicité, c'est le fait que le système choisit pour vous. C'est aussi clair que ça. Ah oui. Par rapport à quoi vous consommez? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est parce qu'on vous dit que c'est bien de le consommer? Voilà. Mais le soft power a fait son effet, petit pas par petit pas. C'était pas un grand pas là, mais des petits pas. C'est un renoncement à sa liberté propre. Things better.
On pourrait finir avec ça, une accroche en anglais. So excited, machin, et compagnie. Voilà. Mais ça rejoint ce qu'on a dit en début, donc on boucle la boucle, on fait l'ourobouro, une fois de plus. En se disant au revoir, on précise, comme à chaque fois, que le plus important, c'est que vous fassiez vous-même votre propre synthèse, votre introspection, que vous puissiez vous connecter au maximum avec votre soi-je. On n'a pas précisé, tant pis, là aussi on dévarie les choses, mais on va dire ce qu'on signale en début d'émission, là on va le dire à la fin. Si vous n'avez pas compris grand-chose quant au modèle sur lequel on s'appuie pour comprendre tout ça, il faut écouter d'abord l'épisode 1 et l'épisode 2 sur cette chaîne, donc un petit peu en amont, où vous trouverez la compréhension du modèle soi-je, bien étayé, bien expliqué. C'est une façon d'essayer de comprendre. Si vous en avez une meilleure, il n'y a pas de souci. Bonne recherche et bonne visualisation de cette logique de cet univers absolu, ou relatif si vous le voulez, c'est vous qui choisissez. L'utopie, donc la fameuse utopie de la vie consciente, intelligente, pérenne, autant dire donc éternelle. À bientôt. Au revoir.